Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-nous. Bienvenue tout le monde, bienvenue au rendez-nous hebdomadaire même, un classique qu'on refait sur cet épisode. Bon, Cette semaine, donc, en premier lieu, c'est la rentrée. c'est la rentrée et des chiffres sont tombés sur le financement des écoles privées en France. Et ça, c'est un gros sujet, on va vous en parler. On a ensuite la loi sur Un décret très important. un décret techniquement, merci, sur l'appellation de steak, des steaks végétaux. Grosse C'est loi qui a très fait important. passer, très important. Là, qui a c'est fait un passer décret. le gouvernement. Attention, c'est un décret, ne confonds pas. Un décret, Décret, c'est les décret. priorités du gouvernement. Il faut faire ce décret. Nous allons en parler. Il faut savoir l'actualité du moment. L'appellation steak végétal, il y a un problème. Voilà, on en parlera. Gros problème. Il y a aussi, et là, il faut en parler quand même aussi, la shrinkflation. La shrinkflation. Du Big Tasty à McDonald's. C'est-à-dire Merci. que les sandwichs sont plus petits. On est en France, on parle français ici, monsieur. Les burgers, les hamburgers Les burgers. sont plus petits. Et bien sûr, la sortie du jeu Starfield. Mais j'ai envie d'en parler juste pour parler de l'état du marché du jeu vidéo et des gros problèmes qu'il y a avec ça selon moi. Pas tant du côté parce que j'ai même pas acheté le jeu ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment en tant qu'événement, il y a des choses à dire. Oui, il y a plein de choses à dire. Et je pense que ça va être ignoré par beaucoup de gens comme genre oui bon c'est des jeux vidéo, alors qu'en fait les jeux vidéo c'est la première source de revenus dans le culturel. Totalement. Ça a dépassé les films récemment. Mais avant toute chose, les gens, jingle. Alors, les gens, avant de rentrer dans les news et tout, moi, il y a un petit sujet que j'aimerais évoquer quand même. Sujet neutrosphère de la semaine. Parce que c'est vraiment un truc qui m'a rendu heureux cette Sujet quoi semaine. Sujet de la neutrosphère. C'est quoi? Non, arrête. Bref, je fais des streams, les gens. Allez les voir, ils sont marrants. Non, parce que cette semaine, il y a un truc qui m'a rendu trop heureux. En fin de semaine, j'ai fait une discussion avec un influenceur politique qui a sa petite chaîne YouTube, sa communauté et tout. Il fait du contenu. Et franchement, c'était une des discussions les plus saines que j'ai eues, je pense, depuis longtemps sur mon stream. Parce qu'on a pu parler vraiment de fond politique. Et genre, la personne était vraiment prête à changer d'avis, à se remettre en question, parce qu'initialement, on avait pas mal de désaccords. Mais genre, vraiment, c'est le genre de discussion où tu sors de la discussion et tu te dis attends, il y a carrément de l'espoir. Genre, on peut se parler entre citoyens, on peut se parler, on peut se convaincre, même des gens qui ont peut-être une communauté d'une certaine orientation politique qui pourrait les pousser à ne pas changer d'avis ou se remettre en question. Et non, je suis heureux de cet échange. Bah écoute, c'est cool. C'était C'était la discussion avec Jordan X. non, je sais, mais c'était sur quel sujet exactement? Ah, c'était sur l'abstention versus le vote. La participation ou Il y a non un débat à là-dessus notre... Non, il n'y a jamais eu de débat Ok, sur ok. cette question, c'est vrai. Bon bah si ça vous intéresse, n'hésitez pas à... Ouais, allez Allez voir voir. ça, les gens. C'est un bête de débat, un bête de discussion. Ok. Alors, est-ce qu'on parle un petit peu des écoles privées ? Bah écoutez, c'est la rentrée. Est-ce que c'était une bonne rentrée pour toi? Franchement, moi j'ai repris les streams fort. Hein. On est arrivé première semaine. J'ai un nouveau format d'upload sur mon contenu sur YouTube. Je fais plus de segments, je les édite moins et je pense que ça marche très bien pour le moment. Donc franchement, bonne rentrée, hein, rentrée productive en tout cas. Alors il s'avère que y a un chiffre qui a été donné et qui a été fact-checké, de ce que j'ai compris, qui était le chiffre de 12,2 milliards d'euros utilisés en 2020 Wow. pour financer l'enseignement privé. D'accord. Moi, je trouvais intéressant de regarder un peu ça parce que 12 milliards, je connais pas exactement le budget pour l'école publique,
Mais 12 milliards, c'est conséquent quand même par Ça rapport au me budget de paraît- l'école publique. Ça me paraît franchement énorme. Attendez, j'essaie de regarder. Je pense que c'est une autour centaine de 100 milliards le budget de l'école publique. C'est un donc, truc comme ça, je pense. Ça dépend si tu comptes le supérieur ou pas, parce qu'il y a Ouais, plusieurs ministères ouais. et tout qui gèrent ça, mais Mais en gros, on est dans la fourchette des 1/10 du budget de l'école publique, quoi. Donc, à c'est peu quand près même- ça, ouais. À peu près ça. Donc ça, c'est les chiffres de 2020. On n'a pas de chiffres plus récents. Mais en fait, l'enseignement privé a bénéficié de 12,2 milliards d'euros par différentes institutions publiques. Donc ce chiffre-là, c'est intéressant d'avoir ce montant-là parce que beaucoup de gens pourraient vous dire que non, le ministère de l'économie, lui, n'a donné que 8 milliards donnés par l'État. En fait, il y a 8 milliards donnés par l'État et en fait, il y a plein d'autres instances, tu vois. Il y a le ministère de l'Éducation qui a donné 7,7 milliards, les autres ministères qui ont donné à peu près 1 milliard. Puis ensuite, il y a eu aussi les collectivités territoriales qui ont donné 2,7 milliards. Tu vois, il y a tout le millefeuille administratif des communes et des agglomérations. Et ensuite, il y a aussi il y a 665 millions d'euros distribués par d'autres administrations publiques. Au final, quand tu fais un peu le total, c'est 12,2 milliards d'euros d'argent public qui ont été... Donc on n'a pas les chiffres pour 2021-2022, mais là on cette rentrée d'apprendre ce chiffre, sachant que la plupart des gens ont leurs enfants dans une école publique, et que maintenant dans les écoles publiques il y a énormément de sujets à propos de la laïcité qui sont un peu tirés par les cheveux. Alors, Tu m'étonnes, hein. Il y a on va un peu loin dans ce qui est demandé aux gens qui vont dans les écoles publiques, sachant qu'il y a des écoles complètement religieuses par exemple, qui du coup reçoivent des financements énormes de l'État. C'est ça apparemment. C'est ça qui est fou, quoi. C'est incroyable. Le double standard quand il s'agit de appliquer la soi-disant laïcité. Enfin bon, bref, moi je trouve que c'est quand même assez biaisé. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, les écoles privées? Est-ce que tu penses qu'on devrait continuer à subventionner les écoles privées On avait une bonne question la semaine dernière, je crois, sur l'éducation. Oui, quelqu'un m'avait posé la question, ouais. Et justement, et d'ailleurs j'ai lu les commentaires des gens qui avaient laissé des petits commentaires. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous avait laissé un commentaire sur la chaîne YouTube et qui nous avait dit qu'il faudrait carrément enlever le public obligatoire. Ah ouais. Ouais, ça jusque-là. Moi, je pense qu'il faut qui défendent ça, ouais. Il faut quand même qu'il y ait du public obligatoire. Par contre, le nombre d'heures obligatoires, pour moi, doit être bien plus bas. Il faut qu'il y ait du périscolaire qui soit à disposition gratuitement, publiquement. Et du coup, si sur ce temps libéré, les gens qui veulent aller dans des établissements privés pour avoir d'autres types d'éducation, pourquoi pas, ils pourraient le faire. Mais en tout cas, je vois pas pourquoi, si on finance une école publique avec le contribuable et qu'elle est à disposition de tous, pourquoi est-ce qu'on financerait une école privée à côté de ça? Ouais, donc toi tu dis... Avec de l'argent public. Tu dis en gros ça existerait le privé, enfin toi tu aimerais que ça puisse perdurer et tout, mais pas subventionné publiquement, quoi. Juste on les laisse gérer leur financement, enfin ce serait payant du coup et ouais. 53,6 milliards consacrés à l'enseignement scolaire dans le public, c'est ça? C'est juste que 12 milliards, c'est quand même une énorme somme. On est en manque d'enseignants. Les enseignants devraient être payés beaucoup plus. Moi, je pense que les élèves, bien sûr, si tu baisses les subventions, voire tu enlèves ces subventions, il y a pas mal de ces écoles-là qui vont devoir augmenter l'argent qu'ils demandent aux gens qui vont dans ces écoles privées. Et donc, il y a beaucoup de parents qui vont enlever leurs enfants de l'école privée et les mettre dans l'école publique. Donc c'est pas 12 milliards que tu vas gagner, puisqu'il va falloir financer l'arrivée dans les écoles publiques de ces élèves-là. Mais dans l'école publique, une fois que ces élèves arrivent, l'école publique, tu pourras techniquement, il y a déjà des infrastructures présentes, on va pas devoir construire une école pour ces élèves-là qui arrivent. Et tu pourras mieux payer les professeurs en place. Et de toute façon, il faudrait augmenter le budget, bien sûr, mais... Ouais. Moi j'aime beaucoup cet argument-là sur... le fait qu'on veut que toutes les classes sociales soient dans le public et tout, de dire que, parce qu'on sait que dans les écoles privées et tout, c'est disproportionnellement des gens qui ont plus de moyens, qui sont plus aisés, parce qu'évidemment ça va coûter plus cher à l'entrée et tout, mais le fait d'avoir tout le monde, même les enfants des familles les plus riches et tout, qui vont dans le système public, parce qu'on sait que dans la société, les familles les plus riches ont plus de moyens aussi d'avoir de l'influence médiatiquement, politiquement, et dans plein d'autres institutions. Ouais, t'as raison. Et le fait que tout le monde soit
à la même enseigne, dans le public, dans le même genre d'établissement et tout, ça veut dire qu'il n'y a pas ce truc de « Ah, mais moi, je m'en fiche de mettre au pouvoir des gens qui vont assurer un système éducatif public de qualité parce que moi, mes enfants, ils sont dans le privé et j'en ai rien à faire de ce système parallèle. Quelqu'un qui a ses enfants qui a ses enfants dans le privé, il va dire « Pourquoi je paye des impôts pour le public alors que moi, je paye déjà pour mon enfant dans le privé ?» Ouais, en plus ça nourrit ce truc anti-impôt, genre pourquoi est-ce qu'on me taxe en plus alors que je paye déjà. Donc il y a plusieurs aspects toxiques au fait d'avoir les deux systèmes en parallèle. Ouais, juste un petit détail sur le périscolaire, parce qu'attention, moi quand je parle du périscolaire, là il y a eu quelque chose qui s'est passé récemment, c'est que vu qu'on manque de profs et que les profs sont trop chers et on veut les sous-payer, etc., ce qui s'est passé c'est que on a fait passer beaucoup d'heures dans du périscolaire, mais du périscolaire un peu géré n'importe comment, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des fois le BAFA, qui doivent gérer des centaines d'enfants en même temps, et c'est pas c'est plus une mission d'éducation du tout, on est sur de la garderie au bout d'un moment quand même. Moi quand je parle de périscolaire, c'est vraiment des ateliers, c'est-à-dire il y aurait plus de fonds disponibles et ça permettrait une diversité d'ateliers disponibles aux enfants qui peuvent ou pas le faire et qui leur permettrait d'avoir des savoirs dans des choses qui ne relèvent pas du tronc commun. Mais là actuellement la manière dont c'est géré, c'est le périscolaire qu'on a actuellement, c'est plus vu comme une garderie qui coûte moins cher qu'un prof qui a fait etc. Malheureusement dans plein de cas c'est ça le problème. On s'approche quand même de ça. Donc déjà si on pouvait revenir sur une école publique où on a et là attention, mais c'est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Vas-y. Pour parler de scolaire, il faut aussi parler de temps de travail des parents. Il faut réduire le temps de travail des parents pour pouvoir faire un enseignement plus court où les élèves sont vraiment... C'est pas une garderie, quoi. Ils sont en cours pour apprendre. Il y a plus ce côté où les élèves arrivent hyper tôt, repartent hyper tard et sont épuisés complètement et ne sont pas là pour apprendre, tu vois. Et derrière, les parents peuvent s'occuper de leurs enfants sur leur temps libre. Ça a été, je pense que beaucoup de gens, pendant le Covid, ont vraiment vu ce truc-là de l'école qui est méga essentiel parce qu'il y a cette fonction de genre, les parents doivent mettre leur enfant quelque part pendant qu'ils sont au boulot et tout. Enfin, c'est comme ça que l'organisation de notre société. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement rushé pour ouvrir les écoles, pour dire, pour relancer l'économie, en fait, il faut que les enfants soient techniquement... sous la surveillance et il y a des adultes qui s'en occupent autres que les parents quand ils doivent aller bosser, quoi. Là, on est même plus sur du 35 heures effectif. Le 35 heures, les aides qui ont été faites pour les heures supplémentaires sont tellement grandes qu'il n'y a même plus de pénalité pour l'employeur de rajouter une heure supplémentaire au-dessus de 35 heures. L'idée, c'était que c'était tellement pénalisant de rajouter des heures au-dessus de 35 heures que ça valait le coup d'embaucher une nouvelle personne. Et donc, les gens ne travaillent pas plus de 35 heures. Donc il faudrait augmenter le tarif des heures supplémentaires. Totalement d'accord. Diminuer les heures de travail des personnes, c'est-à-dire que là il faudrait passer sur du 32 heures, voire moins. Moi perso, je serais pour qu'on conserve le temps de travail journalier, mais qu'on enlève un jour carrément. Souvenez-vous quand on a parlé à quelques épisodes de la semaine de 4 jours, exactement. Et on a vu qu'il y avait littéralement une hausse de la productivité dans plein d'entreprises grâce à ça. Mais oui. C'est ça qui est fou, c'est qu'on peut littéralement le faire sans perte de la productivité, sans perte de la production. Parce qu'en fait, quand les gens ont un rythme de travail plus sain, ils sont en meilleure santé physique, meilleure santé mentale, ils ont un meilleur équilibre global. Ils ont plus de temps de liberté, de temps libre et tout, ils sont plus heureux. Au final, ça se répercute aussi sur le travail effectué. Et en fait, les études le montrent économiquement. Donc juste faisons ça, s'il vous plaît, ça règle tellement de problèmes. Bref, vous connaissez notre position sur cette proposition-là. Non, en tout cas, c'était intéressant d'avoir ce chiffre de 12 milliards sur le budget. Attends, j'avais une news que j'ai vue dans la semaine et j'ai oublié de la mettre à l'ordre du jour. Vas-y. Tu viens de m'y faire penser par rapport à la semaine des 4 jours. Justement, quelqu'un m'a partagé cette news qui tombe du début de la semaine là. News inédite. Sur la semaine de 4 jours, c'est la métropole de Lyon entière qui va se mettre à tester la semaine de 4 jours. Allez. Officiellement. Donc je suis jaloux. Je suis trop jaloux. Ouais, mais oui, on va suivre ça. Lyon, ça y est, j'y vais. Une partie des salariés pourra choisir 4 jours au lieu de 5, mais le nombre d'heures reste le même pour l'instant.
Par contre, comme on avait vu, le bien-être de la plupart des gens qui avaient testé ça était amélioré à terme de l'expérimentation. N'hésitez pas à aller revoir notre segment qu'on avait fait là-dessus, c'était il y a 2-3 épisodes. Ouais, même sans baisser le nombre total d'heures, rien que en les faisant en 4 jours, mais avec des journées un petit peu plus longues. Parce qu'il y a moins d'heures, moins d'heures de transit aussi. Donc les heures de transit, elles sont en moins dans ta semaine aussi. Il faut le prendre en compte. Comme ça que t'évites, ouais, totalement. Voilà, c'est la petite news que je me permets. Et oui, donc si on baisse le temps de travail, mécaniquement, du coup, on peut un petit peu permettre aux professeurs de se concentrer sur leur travail, d'enseigner et pas de garder les enfants, parce qu'au bout d'une journée aussi longue, ça devient intenable. Et les enfants aussi, à un moment, ils se demandent ce qu'ils font là, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et derrière, les parents peuvent voir leurs enfants, ce qui est quand même pas mal, non ? Ouais, c'est une bonne idée, comme concept. Est-ce qu'on pourrait peut-être... C'est marrant quand la droite se dit pro-famille et tout, mais après ils sont contre... non, mais c'est cool. Hein. C'est cool d'être pro-famille et tout, mais du coup, mais faites en sorte d'avoir des réformes comme celle qu'on propose là, de baisser les temps de travail qui permet à ça d'avoir lieu. Du coup, voilà, ça c'était pour la rentrée. Moi, j'ai hâte d'avoir les chiffres 2021-2022. On les a pas encore. C'est bizarre que ça prenne 2 ans pour avoir ce genre de chiffres. C'est bizarre parce que c'est quand même des chiffres de dépenses uniquement d'institutions publiques. Pourquoi ? Normalement, c'est complètement transparent. Ça, est-ce que c'est pas dans le projet de loi de finances Faudrait peut-être aller piocher. Faudrait peut-être aller nous-mêmes à la main. On ira voir les gens. On ira voir. N'oubliez pas que pendant tout l'épisode, vous pouvez nous faire des dons et poser vos questions. D'ailleurs. Sur le Ko-fi. Alors, on a un nouveau Ko-fi, les gens. On a fait un Ko-fi spécifique pour le podcast, ça y est. Ouais, alors on vous explique le concept un peu du truc. Ce podcast, on le propose à vous tous. D'ailleurs, on est content que vous nous écoutiez, ça fait plaisir. Merci. Et si vous aimez le contenu que nous proposons, nous vous demandons, si vous en avez la possibilité, de financer tout ça en faisant un don via la plateforme kofi.com/lerendez-nous, ou sinon vous allez sur lerendez-nous.fr, il y aura un petit bouton. Et pour pas que ce soit dans le vide tout ça, vous pouvez en profiter pour poser une petite question au moment où vous faites votre don. Donc n'hésitez pas à financer ce projet, et en même temps, si vous avez une question à nous poser, ça peut être des questions sur les sujets dont on est en train de parler, mais ça peut aussi être des questions tout à fait personnelles, pourquoi pas. Quelqu'un nous a demandé littéralement quel est le sens de la vie, je sais plus c'était quel épisode, et on a réellement essayé de répondre premier degré à ça, donc vraiment lâchez-vous sur les questions, vous pouvez poser tout et n'importe quoi. Par exemple, si quelqu'un peut demander quelle est l'heure de début du rendez-vous d'habitude sur les lives, bref. Bon alors, est-ce qu'on parle maintenant? Merci pour ceux qui en ont les moyens et qui décident de le faire en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'on parle maintenant des steaks végétaux? Les steaks végétaux, attention. T'es sûr de ce que t'es en train de dire là? Est-ce que je suis dans l'illégalité maintenant en disant steak végétaux? Alors, est-ce que le décret est rentré en application? Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'était à l'époque. Moi, quand j'étais plus jeune, on appelait ça des steaks végétaux, d'accord? Un steak végétal, le concept, c'était que ça avait la forme d'un steak. On essayait de mettre des petites épices pour donner le goût d'un steak. Et c'était en fait fait à partir de végétal. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'animal présent dans le produit. C'était par exemple des céréales, etc., etc. Et ça permettait aux gens qui ne voulaient pas la mort d'animaux afin de pouvoir manger un steak, quoi. Ça peut se comprendre. Ça leur permettait d'avoir un petit repas tranquille. Et même, honnêtement, je connais plein de gens qui n'étaient pas du tout vegan ou quoi que ce soit. Et juste, ils l'ont vu en magasin, ils se sont dit, ah, je vais tester, ça a l'air bon. Bah ouais, de ouf. Et du coup, ça s'appelait un steak végétal. Mais ça, c'était avant. Parce qu'ils ont tué le steak végétal, les gens. Je vais lire. J'ai envie de lire le tweet parce que j'ai trouvé ça marrant. Je croyais que c'était une parodie, ce tweet, au début. Mince, lis-nous le tweet, vas-y. Marc Fesneau. Et vous connaissez Marc Fesneau, bien sûr. Fesneau, je crois. Hein. Vous connaissez Marc Fesneau? Ouais. C'est pas Fesneau, c'était Fesneau. C'est le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Donc ce ministre de l'Agriculture, ce qui était important là, c'était de faire un décret. C'était le moment, c'était le 4 septembre 2023, à 1h de l'après-midi, il fallait faire absolument ce décret. Mettre fin aux allégations trompeuses sur les étiquetages est une priorité du gouvernement. Waouh. Nous avons donc travaillé à la rédaction d'un nouveau décret
visant l'interdiction d'utiliser pour les denrées alimentaires végétales des dénominations évoquant des denrées alimentaires d'origine animale. Waouh. C'est un enjeu de transparence et de loyauté qui répond à une attente légitime des consommateurs et des producteurs. Garder le lien de confiance entre les consommateurs sur l'étiquetage et son intelligibilité est essentiel. Dans le domaine animal comme végétal, dans le domaine de l'origine des produits comme celui des indications géographiques protégées ou des labels. Alors il dit ça, sauf que c'est pas vraiment ça le propos du décret. Cette politique ne sert qu'un objectif, la transparence et la loyauté vis-à-vis du consommateur. Je ne sais pas, parce que steak végétal, est-ce que c'est fait de viande, un steak qui est végétal pour toi? C'est ça que je comprends pas en fait depuis le début dans ce truc. C'est que genre à quel moment les gens pensent que c'est de la viande? C'est quoi la logique de ça? Ok, alors on va commencer déjà. On va commencer par poser une question indirectement, c'est un petit peu une question rhétorique, d'accord, au ministère de l'alimentation, ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ouais, vas-y. Quand je vais au supermarché et que je vais pour m'acheter du pain et que je cherche du pain complet. Oui. Bah ça arrive, non? Ouais. Est-ce que c'est normal quand je vois un paquet sur lequel il y a marqué pain complet? Pain aux céréales complet. Pain au blé complet. Pain au blé complet. Ça exactement. Ouais. Quand je vais et que je demande du pain au blé complet, est-ce que c'est normal quand j'achète du pain, il y a marqué pain au blé complet, que quand je regarde les ingrédients, il n'y ait que 13% de blé complet dans mon pain au blé complet? C'est totalement normal, ça rentre dans les réglementations, il n'y a pas de problème. Moi, je vois pas de quoi vous vous plaignez, monsieur. Je trouve que c'est pas transparent, ça. Attends, tu serais en train de dire qu'il y aurait d'autres priorités quand il s'agit de transparence? Je pense qu'il y a énormément de biais qui sont utilisés dans la vente de produits alimentaires. Oui. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu. Je suis totalement d'accord avec le message de fond qui est fait dans ce tweet. Oui, on manque de transparence dans l'alimentaire, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. C'est un problème actuellement. Moi, quand je vais au supermarché, je suis obligé de regarder toutes les listes d'ingrédients à chaque fois. Attends, t'as des trucs super trompeurs, genre parfois ils te disent naturel, machin, 100% blabla, et tu regardes ce qu'il y a, il y a genre plein de sucre ajouté, il y a plein d'additifs random et tout. Alors que toi, tu cherches juste un truc, juste avec des légumes ou avec des ingrédients, mais pas de sucre ajouté et tout. Exactement. Et donc, ça te donne l'impression qu'il y en a pas. Et donc ça fait un peu... moi j'ai vu personne jamais se plaindre du fait que il y avait marqué que c'était un steak végétal. D'ailleurs, c'est souvent très très clair que l'alimentation de ce type-là, les substituts végétaux, c'est assez clair sur le packaging en fait. En fait, c'est justement un argument de vente parce que c'est un produit qui a une cible marketing. Donc, ils font tout pour essayer que vous compreniez sur le packaging que c'est végétal. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu d'expérience moi personnellement. Après, j'ai déjà vu des steaks où c'est mélange viande végétale, genre c'est moitié-moitié. Ouais, mais ça, c'est des trucs cheap, non? Avec du bambou, des trucs farine de bambou, là. Ouais, du surgelé, je sais pas. Ouais. Juste, moi, dans le message que je vois dans le tweet, c'est que c'était un enjeu qui répond à une attente des consommateurs. Je suis pas sûr. Je l'ai pas observé, moi. Mais aussi des producteurs. Et là, j'ai envie de dire, de quels producteurs? Est-ce que c'est une attente des producteurs de steaks de viande qui ont peur qu'en fait, on puisse se satisfaire de steaks qui soient pas des steaks de viande? Non, mais je pense que c'est à peu près évident que c'était une demande du lobby. Oula non, mais... Conspirationniste, là. Non, mais c'est bon, genre, au bout d'un moment... Non, mais attends, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que les nouveaux steaks, enfin, les steaks maintenant, ils vont les appeler comment? Les steaks végétaux. Tu pourras plus les appeler steaks. D'accord, mais donc ça va être quoi? Juste végétaux. Des végétaux dans une forme ressemblant céréales agglomérées ayant pour but de rappeler l'essence d'un steak. Je comprends pas. Alors juste 2-3 exemples de produits qui n'ont jamais posé problème à personne. Vous êtes prêts? La crème de coco. Est-ce que ça a posé un problème à quelqu'un? Tu savais que la crème de coco c'est pas fait avec de la crème de lait de vache? Bah ils vont aussi essayer. Non, ça c'est pas interdit. Non mais bientôt c'est la prochaine étape. Le lait d'amande, le lait de soja, la crème de marron, la crème solaire, le lait démaquillant. Moi j'ai toujours cru que quand j'achetais de la crème solaire, c'était de la crème. Le steak de thon, le steak de thon. T'as pas peur que tu le confondes avec un steak de bœuf quand t'achètes un steak de thon?
Parce qu'un steak végétal, on avait peur qu'on se confonde, non? Non, mais c'est bon, c'est juste encore une victoire du lobby de la viande. C'est incroyable, les priorités. Les fruits de mer, du gouvernement. est-ce que les agriculteurs qui font pousser des pommes, quand ils voient qu'il y a des fruits de mer sur le marché actuellement? C'est bon, je pense qu'on a compris. Je pense que, franchement, tu les as bien trouvés les exemples. Je sais pas d'où tu les sors. Ouais, c'est un petit comique pas mal en réponse au tweet. Ah, bien joué. Non, mais c'est ouf, quoi. La priorité de ce gouvernement, genre à quel moment c'est ça la priorité? Je rappelle que ces gens au pouvoir ont été condamnés 2 fois pour inaction climatique. Et je rappelle que la viande Ouais, en fait, là, pose un gros problème ce qu'il devrait faire, d'émissions de gaz à effet de serre. ce qu'il devrait faire, c'est justement mettre en avant. Regardez, il y a plein d'alternatives au steak. Oui, Vous pouvez acheter des steaks végétaux. Normalement, c'est ça leur action. c'est littéralement l'inverse. Parce que là, c'est le ministère de la souveraineté alimentaire. Je suis désolé, mais ça nécessite beaucoup moins de ressources de fabriquer un steak végétal qu'un steak animal. Donc normalement, la souveraineté alimentaire, elle a plus de chances d'être assurée si on met en avant des steaks végétaux que des steaks animaux. Moi, je trouve admirable que tu te mettes en danger physique en enfreignant la loi, en utilisant toujours l'expression. Alors attends, interdite. c'est quand qu'il va être mis en Pour la application le cause, décret? c'est Non, ce podcast est enregistré avant l'application du décret. Attention. Ce podcast n'est pas un emballage alimentaire. Attention, ne confondez pas. Aïe, 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 aïe. Les arguments du ministre sont effectivement alignés avec ceux des professionnels de la viande. Interbev, l'association interprofessionnelle du bétail et des viandes, se dit satisfaite de ce nouveau projet. Il répond à la nécessité de séparer le marché de la viande de celui des protéines végétales transformées et d'éviter toute confusion, indique une porte-parole. Ouais, ok, on sait. Alors c'est un projet de décret, je crois qu'il est pas en application, non? On verra. Je ne connais personne qui soit rentré dans un magasin pour acheter un steak charal et soit ressorti par erreur avec un steak Beyond Meat. Pas sûr que ceux qui avancent cet argument y croient eux-mêmes. Florimond Peureux, président de l'Observatoire national des alimentations végétales. Alors c'est pas mal, vous nous donnez des alternatives de noms. Il y a pavé, Un pavé végétal. galette végétale, Bref, c'est pas mal. les gens. Mais du coup, je comprends pas. Est-ce qu'un burger... Est-ce qu'ils vont dire ça peut pas être un burger parce qu'un burger c'est avec la viande? C'est ça la prochaine étape? Non, moi si j'étais eux, je marquerais ceci n'est pas un steak sur mon paquet. Ah, c'est du génie. C'est parfait. Le paquet, il y a marqué ceci n'est pas un steak. Franchement, je l'achète direct. Mais il y a marqué ceci n'est pas un steak en énorme, juste en dessous. Franchement, c'est un move légendaire. Avant il y a marqué steak végétal, maintenant il y a marqué ceci n'est pas en tout petit et en dessous un steak de viande bovine. Sur le paquet en énorme. J'en sais encore moins qu'avant. Mais c'est techniquement légal. Ok, bon bah voilà, je voulais en parler parce que les priorités du gouvernement me questionnent souvent quand même. C'était le moment de faire ce décret, vu qu'au niveau de l'alimentaire, beaucoup de gens se soucient du fait qu'il y ait marqué steak, végétal ou pas sur leur paquet. Ah non, en fait, parce qu'ils ont même pas de paquet actuellement, parce que on est dans... C'est les préoccupations des Français, c'est les abayas et les steaks végétaux, c'est les priorités. On est sur une rentrée avec énormément de gens qui ont besoin de manger, mais ça me fait plaisir que le ministère de la Souveraineté Alimentaire empêche les steaks végétaux de pouvoir s'appeler steak, c'est cool. Bon, on reste sur l'alimentaire. Ah. Mais cette fois-ci, on va changer de sujet pour parler du Big Tasty qui est disponible à McDonald's. Big Tasty. Alors, c'est un sandwich dont la particularité était d'être assez gros par rapport aux autres steaks aux autres burgers qui étaient disponibles. Assez fat. Il était beaucoup plus gros que les autres burgers. Mais il y a des petits malins qui ont repéré quelque chose. Il y a eu une mise à jour du bilan calorique du burger. Ah ouais? Le burger avant était indiqué à 868 calories. Et depuis récemment, ils ont sorti un nouveau burger qui a maintenant 2 viandes au lieu d'une, qui se vend en parallèle de l'ancien Big Tasty qui aujourd'hui n'est plus indiqué à 868 calories mais maintenant à 663 calories depuis le 29 août. D'accord, mais il garde le même nom, C'est le même nom, prix. il est le même prix. Le prix n'a pas changé pour la plupart des McDonald's. Les prix sont fixés par les restaurants franchisés, apparemment. Mais le Big Tasty, il est souvent entre 5,70€ et 7€. Et dans énormément de restaurants, il n'a pas bougé le prix.
alors que on a un quart environ un peu moins quand même, du burger qui a disparu. Donc littéralement pour le même prix, t'as moins de burgers qu'avant. Dans la plupart des McDonald's en France, depuis le 29 août, sans aucune notification, Ils ont pas du tout communiqué là-dessus. j'ai pas eu d'informations là-dessus. Il n'y a, pas eu d'informations là-dessus, quoi. C'est ouf. Du coup, on est sur un cas de shrinkflation assez évidente, c'est-à-dire de l'inflation, parce que techniquement, le prix par calorie, disons, enfin le prix du produit, quoi, reste le même, vous en avez moins, donc le prix par calorie ou par gramme a clairement augmenté nettement, sans que vous ayez l'impression que ça augmente, parce que vous allez juste à votre McDo, vous achetez votre Big Tasty comme d'hab, même prix, peut-être vous vous rendez pas du tout compte qu'il y a moins de quantité. Mais attends, t'as pas mangé assez avec ton Big Tasty ? T'as faim encore ? J'ai un peu faim encore, ouais, je t'avoue. Bah ça tombe bien, on vient de sortir une variante, maintenant il y a 2 steaks dans la variante, elle coûte juste un peu plus cher. C'est malin quand même, non ? Aïe. C'est malin. Alors, McDonald's a répondu, a dit « Nous avons recommandé aux restaurateurs de réduire le prix. L'écrasante majorité l'a fait, selon McDonald's. Oula. Peut-être que certains n'ont, à la marge, pas suivi ces recommandations. » Assure la chaîne au Figaro. Aujourd'hui, certains n'ont pas encore suivi les recommandations, confirme le Parisien, continuant à vendre le Big Tasty version allégée au même prix que l'ancienne formule. Voilà, c'est ça les news officielles. Bon, ouais. se réfugier derrière les franchisés alors que tu pourrais demander genre soit d'afficher il est plus petit qu'avant clairement et du coup ça forcerait les restaurants à baisser leur prix puisque si on sait que ça a changé de taille, les consommateurs vont demander que le prix change quoi. Ouais, non, donc c'est facile de se réfugier derrière les franchisés quand derrière ça rapporte à qui si on change pas le prix. Ouais, mais en fait, on s'en rend pas compte, mais la shrinkflation, c'est un truc ultra répandu dans l'alimentaire. Tout le temps, dans les supermarchés, c'est un truc constant. Ouais. Où vous avez l'habitude d'acheter un paquet de céréales d'une certaine taille, pour un certain prix, machin, et sans vous le dire, ils réduisent le nombre et tout. Enfin, c'est vraiment un truc qui est partout, qui est assez invisible, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est une vraie stratégie de vente, disons, stratégie marketing, stratégie pour augmenter les profits à peu de frais. Mais des fois, on s'en rend pas compte. Des fois, on s'en rend pas compte. Ah bah non, moi je suis sûr que je me fais avoir souvent par ça et je m'en rends pas compte. Hein. Moi, ce midi, j'ai pris une barre glacée. Ok. Et j'ai remarqué qu'elle était plus petite. Ah ouais. T'avais l'habitude de la prendre et t'as. Oui, c'est un truc. Clairement. Et souvent dans les paquets de gâteaux aussi. Et ça, c'est le truc hyper subtil. Mm-hmm. Dans les paquets de gâteaux, il y a des par exemple, quand t'achètes des lus. Ouais. Et ben, le plastique lui-même est pas autant enfoncé qu'avant. Sur une des cases, il y a un gâteau de moins. Mais non. Je t'assure. Attends, on dirait littéralement genre un complot, tu sais, genre ils t'ont enlevé ton dernier gâteau. Et la dernière fois, le truc le plus marrant que j'avais vu, c'est au lieu de les mettre côte à côte horizontalement, ils étaient côte à côte verticalement. Et du coup, il y en avait moins dans le paquet. Mais la taille du carton lui-même n'avait pas changé. Ça, c'est incroyable. Bref, c'est plein de petites astuces comme ça. Donc moi, ok, comment on résume tout ça ? Quand vous allez faire vos courses au supermarché, vos yeux doivent rester collés au prix au kilo, en permanence. Mais en fait, les gens ne le savent pas assez, ça. Oui, non, c'est ça, c'est sûr, le prix au kilo. Mais il y a une raison pour laquelle le prix de l'item en soi est affiché en immense, hyper lisible et tout. Bien sûr. Et le prix en kilo est en minuscule en dessous. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable que l'État n'ait pas régulé ça. La taille, ouais. Au moins mettre une règle qu'il faut écrire le prix au kilo aussi grand. Il est plus petit chaque jour. Hein. Tous les jours, il réduit de 5% les gens. C'est factuel. Alors, ce qui est assez fou, c'est que énormément de fois, je vois des articles formats familiaux, grand format. On a été habitué à ce que quand on achète plus gros, ce soit moins cher au kilo. Ce n'est pas garanti. Faites attention quand vous êtes en magasin. Sur ça. Parce que les prix ne sont plus déterminés par des humains. Je pense que vous ne le savez peut-être pas. Tous les prix en magasin sont déterminés par de l'offre et la demande. Est-ce qu'ils ont réussi à négocier le prix avec le vendeur ? Enfin, dans la plupart des grosses enseignes, les prix sont pas forcément déterminés par des humains ou alors à la marge. Là, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, il se peut que un produit qui soit plus gros
devienne plus cher au kilo parce qu'il est plus demandé que les autres et personne n'est là pour vérifier est-ce que attention, ça va être plus cher au kilo que le petit. Non. On est sur de la spéculation, il y a de la spéculation là-dedans dans tout ça et il peut arriver qu'il y ait des au kilo et c'est quand même fou parce que du coup ça te force à prendre 2 petits paquets au lieu d'un gros puisque c'est moins cher. Ouais. Et du coup tout l'emballage que tu gâches. Ouais, toutes les économies d'échelle que tu es censé faire sur un truc plus gros, ça fait plus quoi. Ça me débecte, mais à un moment t'es obligé de regarder ces trucs-là parce que des fois le prix est choquant des fois. Hein. Donc faites attention à ça. Mais c'est sûr sur la shrinkflation, si tu veux remarquer ça, imagine tu dois mémoriser le prix au kilo de ton produit. Enfin c'est juste personne fait ça, genre littéralement. Ok, moi je connais le prix au kilo du thon que j'achète à chaque fois. Ok, mais je suis obligé de le connaître parce que c'est très très cher. J'en achète de moins en moins du coup. C'est comme le thon est extrêmement cher. Le petit thon à l'huile d'olive. Ouais, une boîte de conserve, ça peut être 4 € la boîte de conserve. C'est vrai que c'est sympa ça. Moi j'aime bien les sardines à sauce tomate. Et du coup, de magasin en magasin, il y a des variations au kilo énormes. Et c'est quelque chose. Ouais, regardez vraiment les prix au kilo les gens. Ah, et surtout ce qui est boîte de conserve, etc. Là, c'est les petites astuces d'achat. C'est le segment astuces, conseils. Surtout ce qui est boîte de conserve, regardez si c'est le poids égoutté ou pas égoutté. Ah ouais, mince. Parce que des fois, c'est le poids pas égoutté. Sur un article, c'est le poids pas égoutté. Sur un autre article, c'est le poids égoutté. Oh non. Et du coup, vous avez du mal à comparer le prix au kilo. C'est compliqué, c'est compliqué. Plus de réglementation là-dedans, c'est hyper nécessaire. Hein. Sur le thon à l'huile d'olive, les prix aux calories étaient donnés si tu avais égoutté toute l'huile d'olive d'un thon à l'huile d'olive. Attends, mais comment tu peux pas. Donc t'achètes un thon à l'huile d'olive dans la boîte. Ouais. Il faut que tu vides entièrement l'huile d'olive. Et là, c'est les calories qui a marqué sur la boîte. D'accord. Donc les vraies calories sont énormes. Parce qu'évidemment, t'as de l'huile d'olive quand tu les manges. C'est énorme. Ouais. Bon, bref. Intéressant. Shrinkflation du Bake Tasty, les gens. Restez conscients de tout ça. Maintenant, tu veux nous parler un petit peu de Starfield. Bon, c'est bon, on a fini avec la bouffe. Segment gaming, c'est parti. Vous nous dites, les gens, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez les petits conseils de bouffe comme ça. Oui. Mais oui, donc passons à autre chose. Cette fois-ci, il y a un jeu. Alors, c'est rare quand il y a des énormes jeux comme ça qui sortent. Moi, je me rappelle, ça avait fait un énorme sujet de société quand GTA, il y a une dizaine d'années, GTA 5 était sorti. Ça avait été le projet le plus cher de l'histoire, etc. Ouais, et ça avait fait des gros titres dans les news. Et là, vous avez peut-être entendu parler d'un assez gros jeu qui est sorti qui s'appelle Starfield, qui est un jeu du studio qui s'appelle le studio Bethesda, qui est connu pour faire des jeux de RPG. Peut-être vous avez entendu parler de Skyrim. Et en fait, ce jeu-là, Starfield, qui est sorti, c'est censé être un jeu d'exploration spatiale dans lequel vous êtes un pilote et vous allez voir, vous avez des missions, vous allez de planète en planète. C'est comme ça que ça a été vendu, ça avait l'air intéressant. Et moi, j'aimerais parler de plusieurs aspects. Déjà, j'aimerais vous parler du prix de ce jeu. Ce jeu, il est disponible à 80 €. 80 €. Donc juste pour que vous vous rendiez compte, quand même, les jeux ont énormément changé de prix. Pour les gens qui achetaient des jeux il y a maintenant 5 ans, c'était encore à 60 €. Ouais. Là maintenant, pour un jeu, c'est 80 €. Mais 80 €, c'est l'édition standard du jeu. D'accord. L'édition standard du jeu. Mais il y a aussi une édition numérique premium. Oula. Donc c'est une édition déjà qui est numérique. Donc vous n'aurez pas la version physique. Vous ne pourrez pas du coup revendre votre jeu. D'accord. Mais à 80 €, t'as la version physique ? 80 €, tu peux acheter le jeu en physique, ouais. Ok. Alors attendez, je suis même pas sûr de ça. On se renseignera là-dessus, mais. Ok. La version. Combien tu mettrais pour la version numérique premium ? Je te dis ce qu'il y a comme bonus. Il y a des petits bonus dans le jeu, tu as des objets, des choses comme ça. Mais le gros point sur l'édition bonus, c'est que tu as 5 jours d'accès anticipé. Attends, 5 jours d'accès. Genre juste j'ai. Tu peux jouer 5 jours plus tôt que tout le monde. Oh. En gros, c'est ça le gros point positif sur cette version. Attends, c'est un MMORPG ? Non, c'est un jeu solo. C'est juste solo, avec des éléments RPG, exploration spatiale. Ok. Combien tu penses que c'est ça ? Pas grand chose du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je sais pas, moi, genre 10 € de plus. Grand max. C'est 110 €. Attends, donc t'as
Donc pour 30 € de plus que les 80. Pour 30 € de plus, tu as 5 jours Ouais. où tu peux jouer D'accord. d'avance. Il y a aussi des petits bonus numériques aussi, tu vois, qui sont dans le jeu, des skins, des trucs des comme skins, ça. des customisations. Ok, ouais, non, c'est un mauvais deal. Hein. Moi, je le prends pas. De base, je sais pas, Starfield à 80, ça m'enjaille pas de base. 110 €. Mais c'est pas fini. Il y a aussi une autre édition qui est disponible. D'accord, ok. Tu peux vraiment leur donner tout ton argent si tu veux, quoi. Alors, l'édition supplémentaire, c'est l'édition Constellation, elle s'appelle. Donc, tu as 5 jours d'accès anticipé, pareil. Et en fait, ils vont te donner une montre qui a l'effigie du jeu. Ouais, ok. Des petits goodies, tu vois, un étui, un écusson, des choses comme ça. D'accord. Et le jeu digital, encore, le jeu en numérique. Combien c'est celui-là? T'as dit 130 300 €. Attends, avec les T'as une montres et montre, tout, là c'est bien, non? 300 €. Pourquoi je parle de ça? Alors, moi je me souviens, il y a une édition spéciale, je me souviens, je crois que c'était MW2, Call of Duty. Modern Warfare 2 en 2000, c'était quoi, en 2010? Je sais pas. Ils ont ressorti le jeu, donc je sais même pas de lequel tu parles. L'original. Et t'avais l'édition supérieure, t'avais un casque de vision nocturne, mais je sais plus c'était quoi le prix. Je pense que c'était moins que ça. Hein. Je pense qu'à l'époque, c'était un meilleur deal et les objets avec étaient meilleurs. Bref. Non, mais les prix des jeux ont explosé. C'est fou. Genre, le truc standard, maintenant, c'est 80 € pour un jeu AAA qui sort. Enfin, bon, bref. Moi, je me souviens quand c'était beaucoup moins. Hein. Et, ouais. Et en règle générale, bon, c'est une sortie d'un jeu. Pourquoi on en parle? Tu vois, pourquoi c'est important d'en parler? Parce que, en fait, moi, j'aimerais parler de ce qui s'appelle la précommande. Le fait d'acheter le jeu avant même qu'il soit sorti. Ouais. Parce que sur ce jeu, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Oui. Et j'ai envie de parler du fait que des gens ont acheté le jeu sans même qu'un seul testeur n'ait eu accès au jeu et ait pu le jouer pour dire ce qu'il en pensait. D'accord, donc complètement fermé. Les gens ont acheté ce jeu uniquement en se basant sur les dires du développeur en précommande. Les trailers, les descriptions écrites, etc. Donc ça peut être bien les précommandes quand par exemple c'est pour des financements participatifs sur un projet innovant où tu crois dans le projet, etc. Là quand même, le fait que la précommande soit disponible d'habitude, ça pose pas de problème. J'aimerais juste remettre en question aux gens, genre leur dire arrêtez de faire des précommandes. Moi j'ai jamais compris personnellement. Hein. Honnêtement, arrêtez de faire des précommandes. J'ai jamais précommandé un jeu ou autre chose même, genre... Vraiment, à quel moment ça vaut le coup? Genre, attends que ça sorte et que les gens l'aient testé et d'avoir des reviews. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle des précommandes? Parce que le jeu est devenu, il y a 2 mois... C'est ça la news. Il y a 2 mois, c'était le premier jeu, les premières ventes dans le catalogue de jeux de Steam. 2 mois avant la sortie? 2 mois avant la sortie. Il est sorti en précommande et ça a été le premier jeu... le premier nombre de ventes disponibles sur Steam. Ok. Énorme, grosse news. Donc alors qu'il était même pas sorti encore. Mm-hmm. Et là il est sorti. Et du coup, maintenant qu'il est sorti, moi, je trouve que ça c'est complètement subjectif et je ne veux pas de procès. Je trouve que c'était plutôt mensonger comme marketing qui a été fait pour ce jeu-là. Puisque dans le site officiel du jeu et dans pas mal des événements qu'il y a eu à propos de ce jeu avant sa sortie, on nous a fait miroiter, en fait on a fait miroiter aux joueurs que ça serait de l'exploration spatiale, donc que tu pourrais aller de planète en planète, etc., etc. Alors que, en fait, dans les faits... Moi je l'ai vu les gens, moi j'ai regardé, quand vous atterrissez sur une planète et vous marchez dans une direction pendant assez longtemps, et vraiment c'est pas si long que ça, au bout d'un moment, il y a littéralement un mur invisible et tu peux plus explorer au-delà d'un certain cercle du coup autour du point où tu te poses sur la planète, parce qu'en fait les planètes sont les mondes, parce qu'il y a énormément de planètes et tout, quand vous posez dessus, les environnements sont générés de façon procédurale. C'est une technologie pas mal utilisée qui s'est développée ces dernières années dans un tas de jeux, notamment des jeux comme ça à une échelle très 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 grande, de monde ouvert, d'exploration et tout, où les développeurs ne peuvent pas modéliser manuellement, etc. Sauf que c'est généré procéduralement. Après, c'est à partir d'une seed qui fait que si vous revenez au même endroit, ça reste pareil et tout. Bref, ça, c'est la technologie. Mais par exemple, tu ne peux pas aller de l'espace au sol. Il y a une cinématique entre l'espace et le sol.
Et du coup, tu dois repartir dans l'espace et revenir dans le sol si tu veux te déplacer juste à côté de là où t'es atterri tout à l'heure. Tu peux pas voler à la surface de la planète. Tu peux pas avoir ton vaisseau voler à la surface de la planète. Pourquoi est-ce que c'est choquant ? Il faut que vous compreniez le contexte. Bethesda est un des plus gros studios de jeux vidéo qui existent. Ils ont des énormes licences comme Skyrim, Fallout, des choses comme ça. Et ils ont fait la promotion, la hype sur ce jeu en disant explicitement, vous allez explorer avec une liberté qui n'a pas de parallèle. Là, tu cites le texte dans leur marketing directement. Ouais. Explore with unparalleled freedom as you embark on an epic journey to answer humanity's greatest mystery. Vous aimez mon accent ? En fait, le truc, c'est qu'il y a d'autres... Oui, j'aime bien. Il y a d'autres jeux qui ont fait l'exploration spatiale il y a des années. Et c'est ça le problème. Et le problème, c'est que ces jeux-là avaient les mêmes genres de technologies, de génération de planètes, de mondes, etc. Sauf qu'on pouvait aller directement de l'espace sur une planète, sans écran de chargement, sans sélectionner dans un menu l'endroit où tu atterris, et là, tout d'un coup, t'es arrivé sur la planète, tout est généré, il n'y a pas de transition smooth, et sans mur invisible, quoi, c'est incroyable. Il y a 7 ans, je crois que c'était il y a 7 ans, le jeu No Man's Sky est sorti, fait par un studio indépendant financé par Sony à l'époque. No Man's Sky. Et No Man's Sky, No Man's Sky avait des problèmes, c'est pas la question, c'est juste que par rapport à l'exploration spatiale, le vaisseau, à ce moment-là, l'innovation technologique à ce moment-là, le vaisseau pouvait aller n'importe où, c'est-à-dire sur la planète, pouvait voler à la surface, pouvait sortir en orbite, pouvait être d'une planète à l'autre sans jamais qu'il y ait de cinématique. Et ce qui est encore mieux, il y a un jeu qui est sorti il y a 3-4 ans qui s'appelle Starlink Battle for Atlas, qui est un jeu qui a flop par Ubisoft, D'accord, je connais qui tournait sur Switch et qui permettait de faire ça. Carrément, sur Switch. Sur Switch. Ah oui, d'accord, ok. Et moi, le problème... Une console qui est beaucoup moins puissante pour info. Exactement. Et le problème, c'est que Bethesda a dit « Nous n'avions pas les outils technologiques avant pour vous proposer ce type d'expérience. » Donc quand ils te disent ça, et qu'ils te disent ce sera une exploration spatiale sans parallèle, et que c'est un des plus gros studios de jeux vidéo, et qu'il sort avec la plus grosse hype, avec le nombre de gens qu'il a acheté, c'est de la folie, et que derrière tu vois que c'est une cinématique pour aller d'espace en espace, comme si avec quelque chose qui était possible sur la Xbox 360. En termes techniques, bien sûr, les graphismes sont merveilleux. Là, sur là-dessus, on peut être d'accord, tu vois. Tu veux ma tech ? Vas-y. Moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est la faute des gamers. C'est la faute des gamers. C'est la faute des gamers qui achètent, qui précommandent. Alors que ces dernières années, on a eu combien d'exemples de studios qui promettaient des choses complètement mirobolantes, complètement extravagantes, hyper ambitieuses, pour qu'au final, le jeu soit ultra décevant et en deçà de tout ce qu'on pouvait s'attendre. Enfin, les gens, genre, Cyberpunk 2077, combien d'autres jeux, genre, c'est quoi, t'as des autres exemples récents, tu les as ? Fallout 76. Fallout 76. Alors juste, j'ai envie de donner d'autres moi, je mettrais Hogwarts Legacy dedans aussi. J'ai envie de donner d'autres chiffres parce que je vous ai donné le prix de la Premium Edition. C'était 110 € quand même pour un jeu. Putain. Mais qui va acheter ça ? Personne va acheter ça. Non ? T'es d'accord ? Si, tout le monde a acheté. Nous avons compté 2 millions de joueurs avant la sortie du jeu. Donc dans les 5 premiers jours. Dans les 5 premiers jours. Ok, donc il y en a 2 millions. Donc il y a au moins 2 millions de personnes qui ont acheté l'édition premium avec 5 jours d'accès anticipé. Un autre truc marrant, c'est que tu peux avoir le jeu en accès sur Game Pass. Donc si tu as le Game Pass, je comprends pas très bien comment ça fonctionne. Mais en gros, je crois que tu peux avoir accès au jeu via Game Pass. Et Game Pass, la promesse était tu auras tous les jeux dès leur jour de leur sortie disponibles. Ok. Donc après ces 5 jours-là ? Dès le jour de la sortie, dès le premier jour, Day One ça s'appelle. Et Day One c'est quoi ? C'est Day One ou c'est Day -5 ? Alors, non, parce que toi t'as le Day One pour la version standard. Ah, ok. Et du coup là je me suis dit, attendez, mais vous avez juste à créer un nouveau nom de version et du coup c'est plus Day One sur le Game Pass.
Bref, il y a plein de petits détails comme ça. Ok, ouais, bon. Plein de petits détails, juste pour C'est dire. questionnable, quoi. Ouais. Ce jeu-là qui est sorti, énormément de gens disent qu'il est bien. Beaucoup de gens, quand même, disent qu'il est décevant par rapport à ce qui a été. Et je comprends tout à fait. Et moi, je dis il faut vraiment qu'on arrête la culture de la précommande, que les gens ne se laissent pas hype comme ça. Parce que c'est dommage, c'est trop facile pour les entreprises après de vendre du rêve et de récolter l'argent après, quoi. En fait, ce qui est fou, c'est que. Enfin, comment ça peut se répéter, en fait? À chaque fois, c'est le même truc. À chaque fois, c'est le même truc et il faut vraiment que les gens arrêtent. Mais après, c'est la faute des gens. Moi, je peux même pas mettre la faute sur Bethesda. Enfin, si, sur le côté mensonger. Quand même le côté mensonger ou trompeur, disons, parce que mensonger, bon, ça reste à vérifier. En fait, légèrement trompeur. Les êtres humains sont pas purement rationnels. Donc, si derrière t'as un marketing fou qui te vend le truc. Non, c'est pas faux. Est-ce qu'il faudrait pas encadrer les promesses qui sont faites de ce style-là? Qu'est-ce que tu penses de Tears of the Kingdom et la façon dont eux, ils ont géré. Nintendo a géré les promesses avant de lancer le jeu. Le lancement de ce jeu-là, parce que beaucoup de gens ont dit c'était beaucoup une copie du dernier. C'était le même moteur et tout. C'est super intéressant, justement, ta question. Parce que je trouve que Nintendo n'a pas du tout utilisé cette tactique. Nintendo n'a pas overhype son jeu. Énormément des composantes qui étaient présentes dans le jeu de Nintendo n'étaient pas dévoilées pendant le marketing. Ils ont fait un marketing assez sobre. Et au final, le jeu n'était pas vraiment différent du jeu précédent. Mais vu que le marketing avait pris en compte les attentes des joueurs pour ne pas les élever trop hautement, au jour de sa sortie, les gens étaient étonnés de voir du contenu. Et je pense que si Bethesda avait dit aux gens ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de l'exploration spatiale, ce jeu n'est pas No Man's Sky. Par contre, tout ce que vous avez adoré dans Skyrim en termes de RPG et d'histoire deep, de deep lore, de scénario de qualité, là on a vraiment travaillé là-dessus et sur les visuels. Et ils auraient fait un marketing comme ça, il n'y aurait pas eu tous ces articles qu'on voit aujourd'hui de gens, tous ces gens débiles qui n'ont même pas acheté le jeu et qui font des podcasts en disant le jeu c'est de la merde parce que c'est pas comme No Man's Sky, tu vois. Attends. C'est réel. Ok, non je vois, ça se tient. Ça se tient carrément. Voilà, ça c'était Starfield. Du coup, un lancement un peu particulier. Énormément d'achats. J'espère que les gens vont pas être trop déçus. Et voilà. Donc, est-ce qu'on passerait pas au segment questions-réponses? Si vous ne le savez pas, vous pouvez poser des questions sur ce stream en direct pendant le segment là. Voilà, pendant le segment qu'on est en train de faire. Vous pouvez encore poser vos questions et on va répondre du coup aux questions qu'on a reçues jusqu'à maintenant pour commencer. On répond en priorité aux questions qui sont faites en direct, mais si vous nous écoutez en replay actuellement, vous pouvez aussi faire des questions, on y répondra la semaine prochaine. Alors, tu veux en choisir une? Ouais. Alors moi j'ai une première question très intéressante. Des conseils pour faire des recherches efficaces sur Internet. Ça, c'est une très bonne question. Alors, comment tu fais, toi, pour faire des recherches sur Internet? Quelles sont tes petites astuces? Alors, franchement, honnêtement, de plus en plus, j'utilise ChatGPT. Explique-moi, parce que moi, je suis pas rassuré par ta réponse. Alors, l'autre jour, je devais faire un truc assez technique sur un site web que je possède et que j'opère, qui s'appelle PolityWiki. J'ai un problème technique. Et j'ai d'abord essayé de chercher avec Google, j'ai essayé de trouver des réponses à mes questions, etc. Franchement, la première page, il n'y avait aucun des liens qui correspondait au problème que j'avais. Et je cherchais juste un tuto pour faire un truc. Bon, c'était un petit peu particulier quand même, d'accord? C'est pas un truc qui arrive tous les jours. C'était un problème un peu spécifique. Juste après, je suis allé sur ChatGPT, j'ai posé la question en détaillant exactement la situation. Et ChatGPT m'a fourni un tuto détaillé sur comment faire. Je trouve que tu fais une réponse complètement à côté de la plaque. Ah. La question c'était, est-ce que tu as des conseils pour faire des recherches efficaces sur Internet? Là, c'est pas une recherche sur Internet que tu nous présentes.
Ok, vas-y. Pourquoi c'est pas une recherche sur Internet? C'est pas une recherche sur Internet. Tu demandes un modèle AI de générer une réponse à une question que tu veux lui poser. La réponse qu'il va te donner n'est pas un résultat qui vient d'Internet, c'est un résultat qui va être créé de toutes pièces, qui peut contenir des fausses informations. C'est pas faux. Et selon moi, aucune recherche ne devrait se terminer sur ChatGPT. Tu peux initier une recherche sur ChatGPT si tu veux. D'ailleurs, attention de ne pas partager de données privées sur ChatGPT parce que c'est comme si vous envoyiez littéralement un humain qui pourra lire tout ce que vous êtes en train de Ah oui, faire moi dessus. j'ai vendu complètement mon âme à OpenAI. Voilà. Mais ce n'est pas une recherche du coup. Moi, je veux savoir comment tu fais pour faire des recherches sur Internet et pas juste demander des réponses parce que. Ouais, alors pour moi, ça c'était vraiment le cas, mon cas de cette semaine. Mais alors, c'est vrai que j'essaye aussi ChatGPT pour des questions, genre quand j'ai besoin de faits et tout. Mais t'as totalement raison parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte que c'est assez catastrophique de faire ça parce que ChatGPT n'est pas capable de sortir les sources de ce qui est, C'est ça, ouais. fourni comme information, c'est ce que tu disais. Et donc, ça peut être utile, moi je le trouve utile comme premier abord et tout, comme tu as dit. Par contre, pour les trucs techniques, quand ça te sort littéralement la réponse et tout, bon, parfois il n'y a pas besoin de plus, mais notamment, imaginez, vous avez besoin de statistiques précises sur tel ou tel sujet, vous voulez comprendre un sujet, vous voulez comprendre un truc de géopolitique, un truc d'ingénierie, de psychologie, j'en sais rien, vous voulez juste des infos sur des sujets. Honnêtement, Wikipédia reste incroyablement haut sur ma liste de sources à check en premier, moi personnellement. Bah, Wikipédia donne les sources pour le coup. Ouais. Wikipédia est simplement juste une compilation d'informations données par plein de personnes et sourcées. Et hautement vérifiées, relues, discutées, etc. Donc quand même, on a un haut niveau de qualité globalement sur Wikipédia. Bon, après, c'est pas hyper original ce que je suis en train de dire. Hein. Tout le monde, enfin, beaucoup de gens savent ça. Mais beaucoup de gens bâchent aussi Wikipédia. Hein. Il y a beaucoup de sentiments anti-Wikipédia. Moi, j'ai déjà eu des gens qui me disent MDR, où est-ce que tu as trouvé cette info? Est-ce que ta source c'est Wikipédia? Et comme si c'est une mauvaise chose. Enfin, je comprends pas le. En plus, c'est jamais Wikipédia la source, puisque Wikipédia donne toujours les sources ensuite. Alors, pour faire des recherches efficaces sur Internet, moi, il y a un truc que j'utilise des fois, c'est que il est possible sur YouTube, parce que souvent on tombe sur des vidéos et c'est des conférences de 2 heures, et toi tu veux chercher un sujet en particulier. En fait, il y a toute la transcription qui est disponible sur YouTube, tu peux l'afficher. C'est méga pratique. Et tu peux faire des recherches avec un CTRL F qui permet de trouver le moment dans la vidéo où il y a quelque chose qui est dit. Et ça peut être très utile quand tu cherches un chiffre particulier d'une conférence, de quelque chose comme ça. Donc ça, le CTRL F, c'est tellement un petit pratique. conseil. Pareil, quand moi je tombe sur des études, je cherche un truc très spécifique, je tombe sur une étude de 50 pages, le CTRL F, ça sauve la vie. Hein. Si vous cherchez des chiffres, de la data, le site de l'INSEE quand même a des données assez dures, quoi. Tu peux trouver des trucs bruts. C'est compliqué de comprendre ce qui en retourne. Des fois, quand je fais des recherches, le fait de marquer des choses adjacentes mais pas exactement ce que je recherche, ça peut m'aider. Par exemple, j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui aurait fait un article sur le sujet, au lieu de juste chercher. Au lieu de, par exemple, je connais beaucoup de gens qui mettent des questions. Par exemple, comment je fais pour trouver le PIB de tel pays au lieu de mettre, par exemple, voici la liste des PIB les plus élevés, tu vois, et comme ça te permet de retrouver un compte. Parce que les gens qui font du contenu sur Internet ont pour but d'attirer le clic, tu vois. Donc si toi, tu fais ta recherche en disant dans quel article un peu putaclic il aurait pu avoir l'information que je recherche, ça peut aider à trouver le contenu. Intéressant, ouais. Il y a aussi une feature dans Google que j'utilise de temps en temps, c'est mettre site 2 points et l'adresse d'un site. Souvent, je le fais pour Wikipédia. En fait, c'est bizarre. Parfois, je veux Wikipédia, je tape le nom du truc ou le nom de l'information et tout, et Wikipédia est littéralement genre page 2 ou page 3 sur Google. Tu sais que tu peux faire des recherches sur Wikipédia ? Oui, je le fais pas, ça. Peut-être que je devrais le faire. Moi, en fait, de base, j'utilise pas. Précision, j'utilise pas Google de base. Moi j'utilise DuckDuckGo. Et justement, moi aussi, j'utilise DuckDuckGo. Et tu mets point d'exclamation W ? Exactement. Ah, moi, je le fais jamais. C'est ça le problème, je le fais jamais. Sur DuckDuckGo, tu peux mettre point d'exclamation G pour avoir Google. Et du coup, j'utilise souvent ça pour utiliser Google derrière, parce que DuckDuckGo marche pas souvent.
et point d'exclamation W quand tu vas voir Wikipédia, ce qui permet de skip quand même toute la page ou juste tu recliques derrière directement sur Wikipédia, c'est plutôt utile. Ouais. Mais je pense que la personne recherchait pas que des conseils techniques, mais plus des conseils genre comment vous faites techniquement pour rechercher des données. Moi, je pense que les données sont un peu plus accessibles que ce qu'on croit. Souvent, on me demande des sources de ce que je dis. Oui. Et en fait, moi, quand on me demande les sources de ce que je dis, j'écris ce que j'ai dit dans la barre de recherche d'un navigateur. Et je prends dans la première page un des résultats et je dis voilà la source de ce que j'ai dit. Et ouais. T'es en train de dire utiliser Google MDR. C'est ça ouais. N'hésitez pas à utiliser un moteur de recherche, quoi. C'est vrai que oui, enfin bon. Après, moi, je veux quand même nuancer parce que j'ai l'impression c'est de pire en pire. C'est de pire en pire Google quand même pour te retrouver des réponses pertinentes. Oui, c'est vrai, t'as raison. Toi aussi, tu l'as remarqué ça ? C'est de pire en pire les résultats. Comment ça se fait ? Ça vient d'où ça ? J'ai 2 théories. J'ai l'impression qu'il y a 5 ans, on trouvait mieux les réponses. La première théorie, c'est qu'ils essaient d'économiser les ressources en faisant moins de mise à jour, je ne sais pas quoi. Okay. Voilà. Deuxième théorie, l'intelligence artificielle. Oula. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a beaucoup moins de résultats de recherche, que des fois tu recherches des trucs et il y a genre 2 pages et après ils disent j'ai plus de résultats, alors qu'avant tu trouvais des résultats de forums perdus sur internet. Sur la page 20 Google. Ouais. T'avais genre quelqu'un dans un forum qui avait mentionné un nom d'un jeu et du coup je tombe sur une discussion page 28. Oui, complètement obscur. Tu le trouves plus du tout. Et moi je pense que c'est pour empêcher de scraper le web. Genre Google veut pas que des gens utilisent le moteur de recherche pour avoir trop d'informations, tu vois. À mon avis, il y a de ça. Pour qu'il passe pas par le moteur Google comme intermédiaire. À mon avis, il y a de ça. Intéressant. Mais et j'ai aussi une autre impression. Là, du coup, c'est des impressions, mais c'est intéressant peut-être d'en parler. J'ai l'impression que sur l'internet francophone, on galère beaucoup plus à trouver rapidement des statistiques, des données, des informations pertinentes. Je sais pas, l'autre jour, je cherchais des informations sur juste le budget de l'État et je tombe sur plein de sources complètement contradictoires, des trucs, déjà pas beaucoup de trucs mis à jour. Les trucs officiels sont les sites souvent du gouvernement, de l'État, des trucs comme ça, c'est vraiment pas de bonne qualité, c'est pas très lisible, c'est pas compréhensible. Et j'avais vraiment du mal à trouver des informations de base. Et j'ai quand même l'impression que sur l'internet anglophone, quand on cherche des trucs équivalents, enfin d'expérience, j'ai eu plus de facilité à trouver des réponses. Je sais pas, je cherche des statistiques sur la criminalité, machin, ou enfin des trucs vraiment, j'ai l'impression que c'est basique. Pour les USA, je les trouve facilement. Pour la France, je sais pas, j'ai du mal parfois. Hein. Mais il y a une idée que qu'on voulait lancer, qui était une idée, donc on voulait appeler ça le Neutropédia. Oui, meilleure idée. Pour le moment, on n'a pas les ressources, donc on essaye déjà les projets qui sont en cours, d'ailleurs n'hésitez pas à faire des donations pour ce podcast, pour qu'il devienne viable. Posez vos questions. Pour qu'on puisse commencer à développer d'autres projets, etc. Mais justement, de pouvoir mettre à disposition sur tout plein de sujets les résultats de recherche que les gens, chacun de notre côté, on met du temps à trouver des chiffres, des statistiques, des choses comme ça. Et elles vont pas toujours sur Wikipédia. C'est dur de les faire accepter parce qu'on nous dit oui, c'est redondant, ou alors on trouve pas la page. Par exemple, le sans-abrisme, est-ce que je peux vraiment mettre tout le sujet de la Finlande qui avait fait une expérimentation ? Non, des fois c'est rejeté, faut se battre pour réussir à le mettre en ligne, etc. Et du coup, nous on avait pensé que ça serait intéressant d'avoir des pages comme ça, de topics, où on pourrait recueillir toutes les statistiques qu'on trouve qui permettent d'appuyer des points d'argumentation, même tous les sujets dont on recherches. parle ici sur le Rendez-nous. Franchement, moi je suis hyper chaud de les compiler comme ça sur un site. De toute façon, on va le faire. Faut faire une cagnotte. On va le faire, ça arrive. Bah écoutez, peut-être à terme, il y aura ça, quoi. Mais... On fera peut-être une nouvelle cagnotte. On a déjà lancé des projets avec des cagnottes, donc en vrai, ça pourrait être une option. Mais ouais, c'est en bêta. Il y a quelques pages qu'on essaye de voir comment ça pourrait se présenter. Et ça pourrait aider d'ailleurs pour les gens qui font des recherches. Beaucoup de gens nous demandent régulièrement quand même un tel truc. Donc mais même de tous les gens qui ont des chiffres à donner.
au lieu que ça finisse dans un channel d'un Discord perdu, tu vois. Ouais, juste de les compiler comme ça collectivement, de les organiser correctement, que ça soit super beau sur la forme et tout. Bien sûr, les gens, mais on va le faire, vous inquiétez pas, on va le faire. Ouais. Alors, du coup, en tout cas, c'était une bonne question, merci de l'avoir posée. N'hésitez pas à préciser si, pour la personne qui a posé la question, si c'était la bonne manière d'y répondre, parce que c'est un sujet assez vaste quand même, la recherche sur Internet. Question suivante. On va ignorer le fait qu'il y a eu un problème technique. Complètement ignoré, il s'est rien passé. Quel est votre positionnement sur les alliances de défense actuelles de la France ? Full OTAN, défense européenne ou bien indépendance nationale complète ? Ouais, et moi je disais que ça pouvait être intéressant, en fait, que cette question-là, j'ai vu, il y avait une autre question qui était est-ce que les 195 pays interagissent entre eux dans une forme de société dite anarchiste, donc en imaginant que chaque pays est un individu, et est-ce que la cohabitation de ces 195 individus sur le territoire planétaire se passe bien ? Et là, du coup, moi je trouve que c'est intéressant parce que les questions géopolitiques ne se gèrent pas du tout comme des questions politiques en interne à un pays. Parce que les questions politiques en interne d'un pays, il est à peu près souverain de ce qui se passe dans le pays. Tandis que les questions géopolitiques, oui, c'est vrai, il y a le fait qu'il n'y a pas de gouvernement à l'échelle de la planète. Pour l'instant. Les pays ne sont pas vraiment forcés à respecter une loi. Il n'y a pas de loi internationale. Alors techniquement, il y a des lois internationales, je sais, mais pour les enforcer, c'est voilà, pas très... Il n'y a aucune instance qui permet de s'assurer que les lois internationales soient respectées pour le moment. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu, et ça s'observe, il y a un peu encore la loi du plus fort à l'échelle internationale. La géopolitique, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, les questions géopolitiques, tu peux pas vraiment les répondre aussi facilement et aussi simplement que des questions politiques. Du coup, moi, j'ai du mal à répondre à l'autre question qui était, je la rappelle, quel est votre positionnement sur les alliances de défense actuelles de la France, full OTAN, défense européenne ou bien indépendance nationale complète ? Parce qu'il y a des cas de figure. Si tu fais un choix géopolitique en te basant sur tes idées politiques, tu peux mettre en danger toute une population, par exemple. Ouais, alors, moi je vais tenter quand même de donner mon avis là-dessus parce que j'y ai un petit peu réfléchi. Moi j'étais quand même pour une sortie totale de l'OTAN, de la France. Je pense que la France devrait sortir de l'OTAN. Ça, je le pensais pendant longtemps. J'étais convaincu de ça pour diverses raisons. Je pense que l'OTAN a des côtés assez toxiques, parfois de nous pousser à aller en guerre dans des projets notamment impérialistes américains. On se souvient de l'Irak, etc. Le truc, c'est que ça, c'était il y a un moment, et surtout que, avec le conflit en Ukraine, pour moi, ça change pas mal de choses vis-à-vis de cette alliance militaire, et je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai du mal à défendre le fait que la France devrait sortir de l'OTAN, là, maintenant, en ce moment, juste parce que, on voit de quoi est capable la Russie, etc. Après, je pense que je suis toujours favorable à ce qu'on sorte de l'OTAN. Pour moi, l'argument, ça serait que je suis pas à l'aise avec le fait que le matériel militaire français soit autant dépendant sur les choix du gouvernement américain. Parce qu'en fait, le fait qu'on soit dans l'OTAN, il y a tout un tas de matériel, notamment par exemple des logiciels dans des véhicules, dans des drones, dans des avions, dans plein de choses qui sont des logiciels américains. Et on sait très bien les risques que ça pose en termes de cybersécurité. On sait que là-dessus, il peut y avoir du contrôle en dernier recours sur de l'équipement et tout. Et je pense que c'est pas super en termes d'indépendance de la défense nationale française. Du coup, je suis pas vraiment à l'aise. Il y a d'autres raisons. Dans un premier temps, en tout cas. Ouais. Et donc, après, le truc, c'est que j'arrive pas à défendre la sortie de l'OTAN, genre, en ce moment, vu l'opposition un peu de la Russie, qui est quand même dans une attaque impérialiste extrêmement inquiétante, violente, et je sais pas, ils menacent tous les 2 jours d'utiliser l'arme nucléaire contre les pays occidentaux. C'est pas oufissime, on va dire. Hein. Après, tu me demandes sur la défense européenne, Fernaël. Je t'avoue que je suis moins chaud pour la défense européenne. De ce que j'ai vu, les
proposition concrète de la politique menée d'une telle défense européenne, il y aurait des aspects que je trouve assez néfastes, potentiellement même qui encourageraient à former des blocs Europe versus Russie, avec l'Allemagne, avec des pays, enfin je sais pas. Moi je suis pas convaincu par la défense européenne personnellement. Moi je suis pas hyper intéressé par l'idée de former une défense européenne, parce que ça voudrait dire que l'Europe a maintenant une légitimité militaire sur la base. Donc on dit défense, mais ça peut être attaque aussi, tu vois. Le truc c'est que alors que jusqu'à maintenant chaque acteur, chaque membre de l'Europe a déjà des forces armées, une armée, et si on le veut, si les pays se mettent d'accord sur un objectif, c'est-à-dire qu'ils peuvent déjà dès maintenant, tous les pays de l'Europe, se mettre d'accord sur un objectif de militaire, de défense, etc., et mettre en coopération leurs forces armées. Ouais. Donc le fait au lieu que chaque pays peuvent, sur chaque conflit, se mettre d'accord si oui ou non c'est nécessaire d'y prendre part, le fait que l'Europe elle-même ait un mot à dire à l'échelle de l'Europe sur un point de vue militaire, moi je suis pas chaud. On enlève un peu de la souveraineté. Comme tu dis, on crée des possibles conflits avec des énormes blocs. Le gros problème en fait, c'est que l'Union européenne, politiquement, ne fonctionne pas du tout comme moi j'aimerais idéalement qu'elle fonctionne. Bien sûr. C'est-à-dire que l'aspect démocratique de ces institutions-là laisse tellement à désirer. Enfin, les peuples des pays de l'Union européenne ont tellement peu de contrôle démocratique sur les politiques menées à l'échelle européenne actuellement que moi je suis assez inquiet d'avoir des défenses européennes qui se construisent dans le statu quo de l'Europe néolibérale, parce que où l'Allemagne a un poids disproportionné sur les décisions. La défense européenne défendrait les intérêts de l'Europe néolibérale, telle qu'elle est actuellement mise en place. Et défendre les intérêts de l'Europe telle qu'elle existe actuellement, ça peut avoir des répercussions qui sont pas cool, quoi. Surtout, moi, j'ai vu des propositions de systèmes de défense, même en lien avec la lutte contre l'immigration, proposées par des réactionnaires qui sont anti-immigration. Je sais pas, je suis pas vraiment à l'aise avec ce qui est proposé. Moi, je pense que les migrations de masse vont se multiplier du fait du changement climatique, et il faut qu'on ait le plus possible une approche d'accueil des personnes qui ont littéralement plus le choix parce qu'elles peuvent plus vivre dans les zones qui vont devenir invivables, notamment plein d'endroits en Asie du Sud-Est, tout le long de l'équateur sur la planète, quoi. Donc j'ai vu des politiques proposées qui se font passer pour ce projet de défense européenne et tout, qui me semble très toxique vis-à-vis de ça et qui semble plutôt à renforcer les côtes et les frontières et les façons d'empêcher les gens d'arriver en Europe. J'aime pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la question d'une force à l'échelle mondiale ? Parce qu'actuellement, les casques bleus, l'ONU. Non, c'est même pas une force qui est propre à l'ONU, c'est des forces qui sont envoyées par des pays qui n'ont pas vraiment de mission. Les missions qui leur sont données, tu peux pas les envoyer sur le front, je crois, si j'ai bien compris. Une mission défensive, non ? Oui. Enfin bon, en fait, l'ONU, elle n'a vraiment pas les moyens d'action nécessaires pour être vraiment une force qui aura un impact à l'échelle mondiale. Voilà, c'est pas encore à la hauteur, mais moi je suis très très favorable à ce que l'ONU acquiert des nouveaux pouvoirs, des nouvelles prérogatives et vraiment des moyens d'action, parce que c'est la seule instance internationale où tous les pays sont représentés. Contrairement à des trucs comme le G7, comme l'OTAN, Comme j'ai dit, sur les questions géopolitiques, je me sens pas d'une légitimité ouf, quoi. Par contre, moi j'ai l'impression quand même que ce serait bien d'avoir une instance à l'échelle mondiale qui mette d'accord tous les pays sur l'idée que tous les pays veulent ne pas se faire envahir indépendamment. Je pense que tous les pays pourraient se mettre d'accord sur moi j'ai pas envie d'être envahi, et qu'il y ait des forces qui soient dédiées à l'ONU pour, s'il y a un envahissement, que ces forces-là puissent empêcher l'envahissement. Sans que, parce que quel est le problème ? C'est que là, s'il y a ne serait-ce qu'une force qui veut empêcher un envahissement, on déclenche une guerre entre deux parties. Deux blocs d'alliance. Regarde un peu toutes les discussions qu'il y a eu quand juste les États-Unis ont donné des armes à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse se défendre d'une invasion
explicitement en cours. Ouais, ça c'était fou. Et du coup, on était en train de dire c'est une guerre pas proxy, les États-Unis veulent refaire une guerre froide, etc. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, chaque pays était frileux de moi, je vais pas aider parce qu'après, je vais devenir directement opposé. Je suis dans une guerre. Je rentre dans une guerre d'un seul coup. Donc, et oui, c'est vrai, t'as peur. Genre, moi, que la France donne des armes, etc. Je me disais, mais ils sont peut-être un peu fous. Ils vont dire, ils ont donné pas mal d'armes quand même. On va leur envoyer une petite bombe, j'en sais rien, tu vois. Vu comment a agi la Russie avec cette invasion qui avait pas l'air d'être justifiée. Enfin, c'était un peu bizarre quand même d'un point de vue rationnel. Très peu de gens avaient dit ils feront ça, quoi. C'est quand même complètement contraire aux intérêts du pays et tout. Si on regarde objectivement un petit peu, c'est assez catastrophique. Or, donc, si c'était à l'échelle mondiale et que tout le monde s'est mis d'accord sur on veut pas se faire envahir, le fait qu'il y ait une réponse par une instance mondiale, t'es en train de te battre contre le monde entier. Donc, la réponse de l'instance mondiale, tu peux pas y répondre en disant oui, mais regardez, ils sont en train de m'attaquer eux aussi. Non. C'est une instance mondiale où on s'était tous mis d'accord, il y a des frontières et on veut pas se faire envahir, tu vois. Ouais. Ça, moi, je pense que ça pourrait désescalader des conflits parce que déjà, t'as une instance mondiale qui est à ta porte si jamais tu commences une invasion, donc ça fait peur quand même. Et ensuite, tu peux même pas répondre, tu réponds à qui? Tu réponds à l'ONU, genre ça se passe comment? Tu réponds à tous les pays d'un coup? Est-ce que tu as vu récemment les communications et les accords qui ont été faits des BRICS, donc c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ils ont commencé à dire nous on va échanger, on va commercer sans utiliser le dollar entre nous. On va essayer de former un bloc d'alliances géopolitiques un peu différent. Franchement, j'ai trouvé ça assez effet d'annonce et assez factice in fine. Parce que, on n'a pas vu les résultats encore de ça. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ça donne l'image que, par exemple, la Russie et la Chine seraient dans un bloc, seraient unis, qu'il n'y aurait pas vraiment de. Est-ce que c'est pas plus monétaire qu'autre chose? Ouais, pour pas dépendre du dollar. J'ai vu des communications comme quoi des gens disaient, mais c'est un nouveau bloc qui émerge face au bloc occidental. États-Unis, Europe de l'Ouest. Ça, je pense que l'avenir nous le dira là-dessus. Je pense qu'on peut pas vraiment encore. Parce qu'il n'y a pas eu les retombées, il n'y a pas eu les retombées encore. Ouais, on va voir. En tout cas, si je veux un peu explorer plus géopolitiquement, si je veux vous dire un peu plus mes positions, personnellement, l'impérialisme chinois me fait quand même assez peur. Enfin, là, on a vu que l'impérialisme russe, ils sont capables d'envahir un pays voisin sans scrupule, de massacrer des civils, de faire des choses complètement illégales au point de vue des traités internationaux, faire des crimes de guerre, etc. Et puis bon, je veux dire, beaucoup de pays continuent les échanges quand même avec la Russie, il y a la Chine, il y a d'autres pays. Enfin bref, c'est quand même pas ouf. Je veux dire, la dernière fois que les États-Unis ont fait une action impérialiste militaire explicite à la hauteur de ce que fait la Russie actuellement, c'était quand même il y a pas mal de temps. Alors bien sûr, historiquement, les États-Unis, en termes d'impérialisme, c'est sans doute le pire de tous. Évidemment, c'est une catastrophe en Amérique latine, au Moyen-Orient, partout dans le monde, en Asie, bref. D'accord, mais en ce moment, j'ai l'impression que la politique étrangère des États-Unis, notamment sous Biden, depuis qu'il n'y a plus Trump, c'est quand même nettement amélioré en termes sur ce plan-là. La Russie, c'est très inquiétant. La Chine, moi, ça m'inquiète beaucoup, surtout le fait qu'en Chine, ça soit vraiment un pays verrouillé politiquement, ça veut dire parti unique, pas de démocratie dans le sens alternance de partis, de personnes au pouvoir et tout. Je sais pas, le fait que la Chine, quand même, c'est juste politiquement. Au moins, les États-Unis, ça reste un pays où il y a un débat démocratique qui peut avoir lieu, il peut y avoir des alternances politiques, il y a même des camps progressistes qui peuvent vraiment émerger et tenter de se présenter aux élections. Je sais pas, j'ai plus d'espoir en la politique états-unienne qu'en la politique chinoise à l'instant T. Je me trompe peut-être que la Chine va adopter des politiques plus progressistes, plus coopératives sur le plan international, moins impérialistes, etc. Par la suite, mais bon. Tout ça, c'est très compliqué de toute façon, parce qu'on est sur des blocs
Bah, je te dis, les questions géopolitiques. Questions géopolitiques, en fait, c'est le risque des questions géopolitiques, c'est que tu commences à y répondre comme si tu faisais de la politique. Ouais. Et d'ailleurs, les effets d'annonce de certains gouvernements de dire ce pays fait un génocide actuellement, et derrière tu ne fais aucune action géopolitiquement parce que tu as les mains liées par tes intérêts géopolitiques. Du coup, ça sert à quoi ? Est-ce que du coup tu mets en danger tes intérêts géopolitiques parce que derrière, après avoir fait cet effet d'annonce, tu fais aucune action? Et du coup, ça veut dire que c'est ok d'avoir des partenaires qui font des génocides? Ou est-ce que tu préfères gérer le génocide avant, tu vois? Il y a des trucs comme ça qui sont compliqués à gérer. Mais ouais, moi, j'aurais toujours du mal à trouver des réponses sur la géopolitique. Parce que je pense que il n'y a pas de bonne réponse à un temps T. Chaque fois que tu reposes la question, vu que tout le monde et toutes les conditions géopolitiques changent, ce serait vraiment... c'est très dépendant de la situation. Des conditions, ouais. Il y a des gens qui ont vécu à une certaine époque, qui connaissent des dynamiques entre certains pays, qui vont te donner des réponses aujourd'hui qui n'ont plus aucun sens, parce qu'il y a des nouveaux couloirs d'échange de trade, tu vois, qui ont été créés. Donc il y a des nouvelles interdépendances qui existent, etc., etc., tu vois. Donc je serais difficilement expert sur ces sujets-là. Hein. C'est vrai, il y a toujours la question de, imaginons on est dans une alliance militaire ou on est dans des traités militaires ou même commerciaux et tout avec un pays. Et imaginez que dans ce pays-là, tout d'un coup, il y a un pouvoir fasciste qui s'installe, un pouvoir extrémiste, etc. Comment on gère ce fait-là? Enfin, je me souviens, moi, sous Trump, Trump avait littéralement assassiné un leader iranien militaire et ensuite Trump avait menacé de bombarder l'Iran, de détruire tous les sites culturels et tout. Et moi, j'avoue, je n'étais pas à l'aise que la France soit dans une alliance militaire avec une puissance qui menace littéralement tout un pays avec des raisons pas forcément très très rationnelles. Mais tu vois, avant qu'on soit dans l'OTAN, dans le gouvernance armée de l'OTAN, je crois que c'est Sarkozy qui nous y a introduit. Commandement militaire, ouais. Sous Chirac, Chirac avait refusé complètement de participer à l'invasion de l'Irak. Et ça, c'était super. Hein. Donc il y a aussi cette autonomie-là qui est bien. Et du coup, s'il y a une défense européenne, ce genre de move, il est plus possible pour la France, du coup. Ouais. À moins de désobéir aussi à ce truc-là qu'on aurait signé. Le commandement allié, pardon, je me suis trompé du terme. Ah ok, c'est ça. Okay. Si, alors ce serait possible. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui s'y connaissent sans doute bien mieux sur ces sujets-là. On a essayé, les gens. On a essayé de répondre le mieux qu'on pouvait. Mais ces gens-là, ils sont dans ta communauté. Et je pense que tu pourrais nous ramener des infos après avoir discuté avec eux sur tes streams. Donc n'hésitez pas à aller voir les streams dans les jours qui vont suivre. Carrément. Je suis très chaud de discuter de tout ça sur stream avec vous, ouais. Allez-y. Et sinon, il y avait une question. Alors, n'hésitez pas à continuer à faire des questions. C'est bientôt fini pour cet épisode-là. Mais là, si vous posez là maintenant des questions, on pourra y répondre quand même. Nous, on reste tant qu'il y a des questions, donc n'hésitez pas. Il y avait une question. Je sais pas si c'est une vraie question ou pas. Vas-y. C'est quoi? Est-ce que les gourdes filtrantes Oco sont-elles fiables? Attends, Oco. Il y a une marque. Il y a carrément une marque. Donc, est-ce que vous attendez à ce moment-là qu'on aille acheter la gourde filtrante ça dépend, Oco? Est-ce que Oco sponsorise ce podcast ou pas? C'est ça la question. Ce podcast est sponsorisé par... Moi, j'ai aucune information. J'ai jamais utilisé de système de filtration en vrai, hein, moi. Je sais pas, moi je bois directement l'eau du robinet, je me pose pas de questions. Hein. Récemment, il y a eu des problèmes dans l'eau du robinet. Ils ont trouvé des problèmes. Ils ont trouvé des problèmes dans l'eau. À quelle concentration? Il y avait 3-4 problèmes par verre. Tu devais mélanger la bouteille, quoi. Ouais, donc je suis désolé, on pourra pas vous donner une review de cette gourde filtrante Oco. Là, on vous ment pas, les gens, c'est la pire question. Genre, vraiment, poser des questions. Là, ça va pas être de notre faute. J'aime la tentative. Il y a une tentative, mais peut-être que vous aviez une gourde... En vrai, si vous voyez qu'on a un objet, là, on peut faire une review. Si vous dites, oh, il a cet objet-là, je le vois, où il en a parlé. Attends, j'essaie de Google vite pour avoir au moins un truc. Non, il y a rien à dire, honnêtement. Ok.
Incroyable. Meilleure question. Attends, filtre par électroabsorption, filtre chargé d'ions. What? Je comprends pas, genre c'est censé filtrer quoi? Filtre à carbone, fibre minérale naturelle incorporée de carbone. T'as compris les gens qui mettent un bâton de... Je crois que cette charbon. population n'existe pas. Hein. Si, il y a des gens qui mettent un bâton de charbon Parce dans que l'eau le et disent charbon- que ça améliore le goût. Le charbon a un effet de filtre. Ouais. Donc, je comprends que tu fasses passer de l'eau à travers du charbon, un filtre de charbon, Mhm. mais que juste tu fasses infuser du charbon, je suis pas sûr de comprendre le fonctionnement. Moi, les gens m'ont dit que ça améliorait le goût de l'eau. Je suis pas sûr. Hein. Moi, perso, l'eau a plus ou moins le même goût. À part... dans le seul endroit où vraiment l'eau du robinet n'avait pas le même goût, pour moi, c'était quand je suis allé brièvement en Chine et j'ai fait l'erreur de boire l'eau du robinet et j'étais malade. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas le même goût. Faites pas ça, les gens. Achetez de l'eau. Alors, je vois qu'il y a des gens qui posent des En questions. Chine. Ok, c'est de notre faute. Vous êtes actuellement en train de poser des questions dans le chat. Et si vous voulez que nous prenions du temps pendant ce podcast, pendant ce contenu, pour y répondre, vous pouvez aussi les poser en faisant un don sur lerendez-nous.fr où là je vous ai mis le lien. Donc petite Et oui, petite précision incompréhension peut-être du fonctionnement, mais c'est de notre faute. Mais s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on peut se donner rendez-vous la semaine prochaine. Et oui, c'est ça qu'on va faire, les gens. N'oubliez pas de boire de l'eau, filtrée ou Hydratez-vous. pas. En tout cas, buvez de l'eau. Et rendez-nous la semaine prochaine.